Hello, hello, bienvenue à vous toutes. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Léa Chanterelle, voilà, qui va nous parler d'elle, mais c'est aussi une amie, voilà, on s'est connue en école de coaching. Avant de laisser la parole à Léa, je vais me présenter. Donc, je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Et j'accompagne tous les jours des femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Alors Léa, parle-nous un peu de toi. Ouais, bah déjà merci Claire, je suis trop contente de faire d'avoir cet échange, cette interview avec toi. Bah moi comme tu l'as dit, je m'appelle Léa et je suis coach d'imposteur. J'accompagne les femmes qui ont le syndrome de l'imposteur et pour qui c'est un frein justement dans leur évolution professionnelle aujourd'hui. Donc je les accompagne à travers un programme pour pouvoir les aider à reprendre le contrôle de leur carrière. Et puis je suis également conférencière comme toi et formatrice sur divers sujets, mais beaucoup aussi sur la partie recrutement et employabilité. Et moi, j'ai fait un burn-out aussi, donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est ton thème de prédilection, et donc c'est aussi d'autant plus intéressant qu'on puisse échanger, en discuter. Moi, j'ai fait un burn-out très, entre guillemets, assez jeune, puisque j'ai fait un burn-out quand j'avais 26 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'avais un truc, toujours, j'étais dans une angoisse constante, absolument tout le temps au travail, une pression de fou. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte un an plus tard, alors que j'avais quitté du coup mon emploi, que j'avais décidé de me lancer à mon compte, tu vois, j'arrêtais pas de dire, moi, je veux coacher des femmes comme moi. Et ce qui voulait absolument rien dire, personne comprenait, mais même moi, c'était pas clair. Je disais, voilà, ces femmes hyper engagées qui sont à fond dans leur job, mais pour qui c'est beaucoup d'angoisse, etc. Et un jour, du coup, je tombe sur un article du syndrome de l'imposteur. J'en avais entendu parler, tu vois, un peu à droite et à gauche, mais je m'étais pas vraiment penchée sur le sujet. Et quand j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, je me suis dit, mais en fait, c'est de ça dont je parle depuis, du coup, quasiment un an. C'est ces femmes-là, c'est moi, c'est ce que j'ai eu, en fait, c'est ce que j'avais et je sais qui m'a conduite au burn-out. Cette impression secrète, finalement, qu'on vit de manière très, très secrète, de ne pas être aussi intelligente, compétente, capable que ce que tout le monde a l'air de penser de moi, finalement, alors que je réussis, etc. Mais en fait, chaque réussite pour moi est juste une preuve, encore une fois, que j'ai réussi à berner tout le monde et que la prochaine fois, je vais me faire avoir. Donc, une manière très angoissante finalement de vivre sa vie et qui peut facilement être confondue aussi avec une anxiété de performance, entre guillemets, normale au travail. Et je m'éparpille un petit peu, là j'ai beaucoup de choses. Mais donc du coup, voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue coach d'imposteur, que j'ai créé ce programme et qu'aujourd'hui, je dédie un peu ma mission professionnelle, c'est vraiment aider ceux et celles qui ont le syndrome de l'imposteur. Alors, ça vient d'où le syndrome de l'imposteur pour toi? En tout cas, c'est quoi la cause initiale de ce syndrome? On se le traîne depuis combien de temps? Alors, ça dépend. En fait, bien sûr, il peut y avoir un lien avec l'enfance, avec la manière dont, enfin, avec les messages, les attentes qu'ont pu avoir notre entourage, que ce soit la famille, que ce soit les parents, enfin, que ce soit les professeurs, etc. Et donc, la manière dont ils ont répondu à nos réussites, mais aussi à nos échecs. Donc, ça, évidemment, c'est un peu ça peut jouer énormément, même s'il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi influencer, alimenter, générer le syndrome de l'imposteur dans notre vie plus tard d'adulte, plein de facteurs. Euh, mais la base, l'origine du syndrome de l'imposteur, la vérité, c'est que c'est juste qu'on a et c'est grâce aux travaux, aux recherches du docteur Valérie Young auprès de qui je me suis formée. C'est elle qui a réussi à mettre le doigt dessus. Finalement, les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une définition erronée de ce que ça veut dire que d'être compétent et finalement de la compétence en elle-même. Et donc, si tu veux, il y a des attentes qui sont extrêmement malsaines et en plus totalement irréalistes de ce que ça voudrait dire finalement d'être compétent. Et c'est ça qui se joue et qui se rejoue et qui génère énormément déjà de pensées extrêmement négatives, mais et qui génère, je pense qu'on est d'accord pour dire que les pensées génèrent des émotions et donc des comportements qui sont très coûteux. Hmm. Et alors, comment on fait pour s'en sortir, en fait, de tout ça? On vient boire à ma conférence. Non, je rigole. Ouais, tout à fait. Déjà, on fait le programme Bail l'imposteur. Non, non, mais en fait, déjà, la première chose, finalement, c'est le conscientiser. Le truc, c'est ce que je disais un petit peu, c'est que finalement, c'est très, très insidieux. Souvent, finalement, la plupart du temps, on s'en rend pas compte.
c'est parce que tu vois, c'est pas spontanément, on se dit, ah bah, genre, les gens vont me découvrir, je suis un imposteur. C'est pas tant ça qu'on se dit, c'est toute la difficulté avec ce truc-là. C'est que souvent, il y a une anxiété, il y a un stress, il y a une peur, là, comme ça. Et on se dit, ah bah, j'ai peur de pas être à la hauteur. Mais en fait, on tire pas vraiment le fil. Donc, finalement, et quand on tire le fil, c'est si je suis pas à la hauteur, les gens vont se rendre compte qu'en fait, je suis nulle, tu vois. Et donc, du coup, la première chose, déjà, c'est de le conscientiser. Je pense que c'est vraiment déjà la base. Et la deuxième chose, un peu le deuxième tips, j'en aurais plein d'autres, mais je pense qu'on n'a pas l'après-midi. Ouais. La deuxième chose, c'est de briser le silence. Parce que là encore, le conscientiser, c'est bien. Le problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est que ça génère énormément de honte. On a honte quand on échoue, on a honte on a honte, on se sent pas comme tout le monde, on se sent différent. On peut avoir tendance à s'isoler aussi. Donc c'est aussi le deuxième truc, c'est ça, c'est commencer, être capable de briser le silence, d'en parler avec les autres et de se rendre compte que finalement on est très très nombreux à avoir ce genre de pensée, de croyances. Et rien que ça peut être déjà extrêmement libérateur. Mais encore une fois, c'est que, on va dire que la première étape, il y a d'autres choses à faire après, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas déjà fait ça. Conscientiser et commencer à en parler avec les autres. Mhm. Et toi, à ce jour, en tout cas, est-ce que ça te rappelle à l'ordre, parfois, en tout cas, ce syndrome-là, à toi Ouais. personnellement? Ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais, ouais, très souvent. Déjà, bah donc sur mon compte Instagram, parfois, je fais des petites stories comme ça. Je dis, ah, j'ai eu là un petit moment d'imposture, là. Et ça m'arrive, à chaque fois que je signe quasiment une nouvelle cliente, j'ai un moment de, ah, elle va faire le programme, elle va se rendre compte qu'en fait, je suis pas du tout compétente, etc. Tu vois, genre vraiment, parfois, j'ai des moments comme ça. Mais du coup, maintenant, je les identifie, je sais exactement du coup quoi faire, etc. Ou quand je fais une erreur aussi, parfois, ça me peut m'arriver. Genre, comme avant, en fait, avant, chaque erreur pour moi était juste un signe de mon incompétence. Et parfois, ça, pareil, quand je fais une connerie, je suis là. Ah non, en fait, attends, c'est normal, j'ai juste fait une bêtise, c'est normal, je suis juste humaine. Et donc, j'ai réussi à développer des réflexes, des techniques, et puis j'ai fait un travail de fond aussi sur mon système de croyances, de fonctionnement, qui fait que j'arrive à pallier et surtout à réduire son intensité pour pas le laisser prendre toute la place et générer, tu vois, une anxiété qui serait incontrôlable, comme contacter, en parler avec des amis, tout de suite, j'appelle ma sœur, ah, j'ai fait ça, et machin, elle me dit, ah, mais oui, je comprends. Tu vois, des petites choses comme ça. Et même en parler quand je fais une story sur Instagram, ça m'aide aussi, parce qu'après, je me regarde, je me vois raconter cette histoire et je me dis, mais vraiment, hein, décidément, on est chelou quand même, nous les êtres humains. Et ça, tu vois, donc j'arrive beaucoup plus à prendre du recul. Mais oui, bien sûr, malheureusement, je n'ai pas réussi à pulvériser à tout jamais le syndrome de l'imposteur. Et ta sœur, qui est ta sœur jumelle, hein, je crois, Ouais. est-ce qu'elle en souffre aussi, elle, hein? Ou est-ce que c'est toi qui as hérité de quelque chose? Est-ce qu'il y a Bah, une théorie là-dessus sur les jumelles? bah, j'ai une théorie qui est que quand même, on a à peu près eu les mêmes attentes et les mêmes messages de la part de notre famille. Donc bon, en effet, elle est aussi sujette parfois au syndrome de l'imposteur. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, par contre, dans une famille, dans une même famille, et c'est très courant si on a une famille avec une fille et un garçon, eh bien, c'est tout à fait possible que la jeune femme finalement grandisse, elle ait un syndrome de l'imposteur et que le garçon ne l'ait pas. Ou en tout cas beaucoup moins, tu vois. Ça va dépendre. Si on leur a transmis, on a eu des messages ou des attentes, si les parents ont dit au jeune homme que c'était trop bien et qu'il était super et qu'il allait y arriver et qu'il fallait... Voilà, mais qu'on a laissé de côté cette jeune fille, bah oui, ça peut créer des différences. Donc, selon le schéma familial dans lequel on est, on n'est pas tous, on va pas tous grandir, on va pas tous avoir le même syndrome de l'imposteur. Hmm. Voire pas. Et justement, ça me fait penser, est-ce que tu crois qu'il y a des stats sur la part de féminin et de masculin? En tout cas, est-ce que les femmes sont beaucoup plus soumises à ce syndrome? Alors, en fait, il y a plein d'études. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude vraiment, comment dire, vraiment très claire ou qui, moi, me Hmm. paraît suffisamment objective pour que j'ai vraiment envie d'en parler. La vérité, c'est qu'il y a des études qui montrent que les femmes sont plus sujettes. Il y a des études qui montrent que les hommes et les femmes, c'est à égalité. Voilà. Au départ, moi, j'étais vraiment convaincue qu'il y avait
une égalité homme. Et puis, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, il y a quand même un peu une histoire d'âge et que moi, j'aurais plutôt tendance à dire et à penser que les jeunes femmes sont peut-être plus sujettes au syndrome de l'imposteur que les jeunes hommes, mais que passé un certain âge, un certain moment, je pense que les hommes et les femmes sont assez concernés de manière assez équivalente au niveau du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'ils ne le vivent pas de la même manière. C'est ça, je pense, la différence fondamentale. Donc, pour synthétiser cette réponse, qui est un peu longue, pardon, euh, j'ai pas de stat claire. La seule stat sur laquelle on est sûr, c'est que 70% de la population, hommes ou femmes confondus, vit à un moment donné le syndrome de l'imposteur. Ok. Bon, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à cette interview ou on passe à ton actualité? Mon actualité. Alors oui, mon actualité, en fait, il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire, je ne sais pas comment, si je crois que je l'ai évoqué rapidement. Euh, Mon actualité, c'est que j'ai été validée la semaine dernière, je suis officiellement devenue conférencière associée de l'Institut du syndrome de l'imposteur, qui est le seul institut dans le monde qui existe sur le sujet et qui a été créé aux États-Unis, et notamment co-créé par l'experte mondiale du syndrome de l'imposteur, qui est le docteur Valérie Young, qui travaille sur le sujet depuis 40 ans. Et donc, en tant que conférencière associée, elle m'a transmis et elle m'a finalement donné toutes les clés pour être capable de délivrer un programme qu'elle-même a proposé à mais vraiment des milliers de personnes, notamment aux États-Unis. Et donc, je suis devenue conférencière associée. Et je vais présenter ce programme pour la première fois samedi prochain à Paris, en l'occurrence, à 16h30 dans le Marais. Voilà, une conférence. Conférence, je sais pas, un workshop, parce il va y avoir aussi des moments d'introspection, d'échange, de partage. Mais en tout cas, 1 heure et demie, 2 heures assez intenses pour commencer, pour mieux comprendre vraiment ce que c'est que le syndrome de l'imposteur et être capable de mieux le gérer, commencer à se sentir aussi compétent que ce qu'on est déjà finalement. Donc, ouais, ça c'est un peu mon actu, ma fierté du moment. Et voilà. Super, hein. Ben, en tout cas, vous allez trouver donc sous cette vidéo le lien utile, hein, voilà, pour vous inscrire à la conférence de Léa. Je vous invite à le faire. Très intéressant en tout cas ton sujet. Un grand merci Léa pour cette interview Merci. express, mais voilà, on a bien compris en tout cas ce que c'était que le syndrome de l'imposteur. Donc à très vite. À très vite, Claire. Merci à toi. Merci, bye bye. Ciao.